8h10 dans la matinale RCF. Merci de votre fidélité. Alors que les maires de France arpentent depuis hier les allées de la porte de Versailles pour le congrès annuel des maires, notre grand invité est le président de l'association des petites villes de France. Petites villes, c'est-à-dire celles qui comptent entre 2500 et 25 000 habitants. L'association regroupe un peu plus d'1 millier de communes. Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Maritime depuis 2012, conseiller départemental du canton de Baratin et ancien maire de Canteleu. Canteleu, c'est une ville de 15 000 habitants dans l'agglomération rouennaise. Alors j'ai bien dit ancien maire de Canteleu. Vous avez été le premier magistrat de cette ville qui était entre banlieue et forêt entre 2001 et 2014. Alors ma première question, pour qu'on précise bien, comment est-ce qu'on peut présider une association de maires quand on n'est plus maire soi-même ? Alors déjà, je suis parlementaire en fait depuis 2007 et par ailleurs, j'ai été maire en effet, vous l'avez précisé, entre 2001 et 2014 et je fais ce choix en 2014 de devancer la règle du non-cumul. Vous savez qu'on ne peut plus être maire et député à la fois, mais l'association des petites villes de France, comme son nom l'indique, ça rassemble des villes et non pas des maires. C'est-à-dire qu'on a parfois des représentants de ces communes au sein de nos instances qui sont des élus municipaux, des maires adjoints et on a voulu faire en sorte qu'on puisse avoir des parlementaires au sein de notre association. C'est vrai au Sénat et à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait des propositions, lorsqu'on a des revendications, eh bien on souhaite qu'elles puissent avoir un aboutissement, un débouché, et c'est souvent au Parlement que ça se joue. Donc on a, par ce fait-là, par cet intermédiaire, une capacité à être présent dans les assemblées. Et je n'oublie pas que je suis maire honoraire. Et vous savez, le parler des maires, c'est un peu ma seconde langue. Maire un jour, maire pour toujours ? J'ai envie de dire que, vous savez, maire, c'est l'anagramme d'aimer. Donc quand on aime d'avoir été maire, on garde profondément ancré en soi cette passion de la ville, cette passion de servir les citoyens. On va parler longuement du statut de maire. Le congrès des maires a donc ouvert ses portes hier. Le président de la République ne s'y rendra pas, contrairement à ce qu'il avait promis. C'est une erreur ? Oui, je pense, c'est dommage, sincèrement c'est dommage. Vous imaginez, lorsque vous êtes maire dans une commune, vous avez dit que vous allez rendre des comptes à vos habitants et vous, du jour au lendemain, sur un coup de tête sans doute, vous dites non, finalement je n'irai pas rendre des comptes. Aujourd'hui, il avait pris cet engagement de venir à la rencontre des maires. Je le cite, pour rendre des comptes. Il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il demande aux maires de venir à l'Élysée. C'est comme s'il était invité à un congrès de pompiers et il demandait plutôt aux pompiers de venir à l'Élysée. Non, je crois que c'est pas sérieux. Il n'a rien à craindre des maires, au contraire. Vous savez, le couple commune-État, c'est un vieux couple, même si en ce moment il ne se parle pas beaucoup, il fait chambre à part. Nous, on appelle un nouveau départ. Et pour faire un nouveau départ, il faut que chacun se fasse un pas. J'attendais, moi, du président de la République qu'il fasse ce pas, qu'il vienne s'exprimer devant les maires. Alors, il a écrit une lettre au maire, une lettre maire de France, pour défendre son pacte girondin, vous le croyez ? J'ai du mal à le croire. Vous savez, l'expression pacte girondin, il l'avait déjà utilisée. C'était en 2017, lors de la première conférence nationale des territoires. C'était au Sénat. Il avait fait un discours qui avait plutôt été bien accueilli par les maires parce que justement, il avait évoqué une sorte de pacte de confiance, une pacte girondin. Il avait laissé penser qu'il tiendrait compte des communes, de la décentralisation. Force est de constater, chemin faisant, ça fait maintenant plus d'1 an, que tout cela n'est pas au rendez-vous. On a plutôt le sentiment parfois d'une recentralisation. Ouais, et surtout, on a l'impression qu'il a peur des maires. C'est quand même dommage. L'expression girondin, c'est une expression historique qui fait référence justement à la décentralisation. Vous pensez que nous sommes en train de vivre une remise en cause de la décentralisation avec Emmanuel Macron ? Alors ce qui est vrai, c'est que la décentralisation, c'est un acquis. Aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, tout le monde considère que la décentralisation, ça a été du bon pour la démocratie. On a rapproché la décision de celui qui l'a subie et on a favorisé, j'ai envie de dire, la proximité. On a fait en sorte d'améliorer aussi, à travers les compétences qui ont été confiées aux communes, aux départements et aux régions, le niveau d'équipement. On a aujourd'hui des collèges et des lycées qui n'ont rien à voir avec ce qui était avant le cas parce que les communes, les intercommunalités s'en sont occupées. Donc c'est vraiment un acquis. Et aujourd'hui, le sentiment qui existe, les témoignages abondent là-dessus, c'est que le préfet reprend de la main un peu. Le préfet, c'est le représentant de l'État. C'est le représentant de l'État, mais les maires disent la chose suivante. Laissez-nous faire ce que nous confèrent les compétences qu'on a de proximité. Dans le quotidien, on est quand même bien meilleur que l'État. Par contre, là où l'État n'est pas au rendez-vous, c'est sur l'aménagement du territoire, c'est sur l'État stratège, c'est sur la réduction des inégalités territoriales, la fracture territoriale qu'on constate. Donc les maires, ils ont envie de dire, attendez, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez nous, balayez devant votre porte. Quand par exemple l'État dit aux communes, vous êtes mal gérés. Ce n'est pas vrai. Si je prends les petites villes de France, par exemple, le niveau de dépenses en 2018 a augmenté que de 0,6%.
inférieur à ce que demande l'État par ailleurs aux grandes collectivités lorsqu'à travers la contractualisation, il leur demande de maîtriser leurs dépenses à 1,2. La vérité, c'est que les élus, et notamment les élus des petites villes, ce sont des bons gestionnaires. La dette des villes est faible, hein. Il y a une capacité de remboursement en 5 ans. Ils utilisent très peu le levier fiscal et en même temps, ils répondent aux attentes des habitants. L'État là-dessus a beaucoup de leçons à prendre. Alors Christophe Bouillon, vous êtes, je l'ai dit, le président de l'association des petites villes de France, des communes qui sont soit en milieu rural, soit en milieu périurbain, et des communes qui sont souvent très concernées par l'éloignement des grands centres urbains. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez commencé à nous en parler sur la question du développement durable et de l'aménagement du territoire. Quel regard vous portez sur la colère des Gilets jaunes ? Moi, le sentiment, d'abord, je ne suis pas surpris. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on voit ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une forme de métropolisation. C'est-à-dire se concentre dans les grosses agglomérations les meilleurs transports, les meilleures offres de services publics, les meilleures formations, les meilleurs emplois, les meilleurs logements. Et à côté, autour, en périphérie, cette fameuse France périphérique, eh bien, viennent des problèmes de mobilité, des problèmes de déplacement. Il y a le sentiment très fort des habitants parfois d'être assignés à résidence. Moi, j'ai envie de dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'arrière-pays se rebiffe. C'est-à-dire, cette France rurale et périurbaine, elle n'en peut plus aujourd'hui. Elle a le sentiment qu'elle va travailler. D'ailleurs, le temps de trajet pour aller au travail s'est allongé. C'est pas parce que les gens ont fait le choix d'habiter plus loin, c'est parce que le travail est allé plus loin, parce que les services publics ont été déménagés en quelque sorte. Donc on est obligé aujourd'hui, quand on habite dans cet arrière-pays, souvent d'avoir 2 voitures. Et on n'a pas d'autre choix. Il y a une offre de transport en commun qui n'est pas au rendez-vous, qui n'est pas performante, qui n'est pas... Et ça, c'est du ressort de l'État ? Oui, c'est clairement du ressort de l'État. Vous savez, aujourd'hui, il y a 80% du territoire qui n'est pas couvert par ce qu'on appelle une autorité organisatrice des transports ou des mobilités. Ça fait qu'il y a des trous dans la raquette. Ça veut dire qu'il y a des zones où, franchement, l'offre de transport en commun, qui peut être une bonne alternative à l'utilisation de la voiture, elle n'est pas présente. Il y a un sentiment d'abandon très fort. L'État, c'est quoi ? C'est un État qui doit avoir une vision, qui doit réduire les fractures territoriales et qui doit être un aménageur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Christophe Bouillon, comment on fait pour lutter contre cette métropolisation que vous venez de dénoncer ? Eh bien, on introduit des éléments, j'ai envie de dire, pour réduire cette fracture. Nous, on a fait des propositions. On a proposé, par exemple, ce qu'on appelle le 1% métropole. C'est quoi ? Eh bien, c'est de prendre une partie de la richesse de cette grande métropole, un petit pourcentage, pour le dédier à des projets dans les périphéries des métropoles. Des projets d'infrastructure, par exemple. Vous savez, certes, les gens, ils habitent dans l'arrière-pays, mais cette richesse qui est créée dans les métropoles, c'est bien parce que c'est eux qui vont travailler là-bas. C'est eux qui sont dans les ateliers, dans les usines, dans les centres hospitaliers et autres. Donc, à un moment ou à un autre, il faut savoir tenir compte de cela. Pour vous, Christophe Bouillon, ces petites villes dont vous êtes le représentant, c'est la bonne échelle pour agir sur le changement climatique et la transition écologique ? Oui, j'en veux pour preuve la formidable réussite des contrats, les territoires à énergie positive, des territoires pour la croissance verte. Qui étaient initiés sous le gouvernement Ségolène Royal avait voulu faire confiance, et je pense qu'elle avait raison, aux territoires, quelle que soit les tailles. Moi, j'ai dans ma commune, dans ma circonscription, une petite ville de France, Malonnet, qu'on appelle le petit poussé de la transition énergétique. C'est une commune qui est exemplaire aujourd'hui, qui est montrée partout. Et il y a beaucoup de communes comme ça. Il y a Gos-en-Gohelle, par exemple, dans les Hauts-de-France. Il y a beaucoup d'exemples. Pourquoi ? Parce que localement, on sait que quand on agit dans la transition énergétique, on peut faire des économies aussi. C'est bon à la fois pour le portefeuille de la commune, mais c'est bon aussi pour le changement climatique. Et puis on est dans cette stratégie du bon sens. Vous savez, on n'a pas besoin de faire des grands plans pour faire en sorte de gérer les espaces verts différemment, pour économiser l'eau, pour faire en sorte de trouver des solutions très pragmatiques, j'ai envie de dire, pour les énergies renouvelables, par exemple. C'est là où il y a les meilleurs exemples d'autoconsommation. C'est là où il y a les meilleurs projets portés à la fois par des énergéticiens et des communes. C'est là où ça avance le plus vite. Moi, je regrette qu'on ait abandonné les territoires à énergie positive parce que, franchement, il y en avait plus de 400 en France et ça marchait. Et d'ailleurs, si on veut réussir la transition énergétique, il faut que ça passe par les territoires. Christophe Bouillon, vous pensez qu'on ne fait pas assez confiance aux collectivités locales en France ? Oui, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de méfiance qui s'est installée parce qu'on a caricaturé souvent les maires. On les a imaginés dépensiers, ce n'est pas le cas. On les a imaginés pas capables de porter des projets, notamment par rapport aux défis climatiques, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit finalement
qu'on a une chance formidable aujourd'hui, Vous c'est aviez d'avoir beaucoup, des élus locaux. vous aviez beaucoup protesté contre la limitation à 80 km/h sur certaines routes départementales. Honnêtement, est-ce que c'est une mesure que des élus locaux pouvaient prendre? Moi, j'ai fait une proposition au Premier ministre, qui j'avais écrit pour lui dire la chose suivante. Moi, je ne conteste pas l'idée qu'il faut prendre des mesures pour la sécurité routière. D'ailleurs, je suis satisfait que le nombre de décès sur la route a diminué ces derniers mois. Peut-être grâce à cette limitation de vitesse. Peut-être. Vous savez, il y a plusieurs causes, en tout cas, plusieurs effets qui peuvent jouer, et il faut jouer tous ces effets. Simplement, j'avais demandé à ce que ce soit les gestionnaires des voiries, par exemple dans les départements, que les décisions puissent être prises. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui doit être posé, et ensuite, la définition des voiries qui peuvent être concernées par cette mesure devrait se faire à l'échelon de la proximité, là où on connaît finalement le niveau de circulation. Malheureusement, c'est une décision, encore une fois, qui a été prise de façon univoque et au niveau de l'État, sans concertation avec les élus locaux. Christophe Bouillon, je rappelle que vous avez été maire pendant longues années. Vous êtes le président de l'Association des petites villes de France. Le Cevipof a publié il y a quelques jours une enquête sur les maires. Hein. Les conclusions sont inquiétantes, elles posent question. Plus de la moitié des maires ne souhaitent pas se représenter et leur popularité auprès des Français chute comme jamais. Comment on en est arrivé là ? Je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui des maires. Je vous rappelle encore une fois, celui qui est maire, c'est qu'il aime ça. D'abord, il s'est battu pour devenir maire, souvent. Il a présenté un projet. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, on s'aperçoit que les témoignages qui nous remontent souvent, c'est il nous dit, parfois, ça bloque la carrière, ça fige la carrière. Carrière professionnelle. Carrière professionnelle, on la met entre parenthèses. Deuxièmement, souvent, ils disent, bon, pour le travail que je fais, la disponibilité qui est la mienne, le fait d'avoir quitté mon travail pour me mettre en disposition de mes citoyens, les indemnités, je sais que c'est un sujet tabou, mais il faut dire les choses, mettre carte sur table. C'est dérisoire. Ils sont dérisoires, notamment pour les petites villes. Et troisième chose que je relève, moi, c'est le risque aujourd'hui. Vous savez, il y a par exemple ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. En gros, je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes président d'un club de pétanque dans une commune et maire à la fois. Votre commune a accordé une subvention au club de pétanque, vous pouvez vous retrouver dans un tribunal et être condamné parce que la notion d'intérêt illégal, elle est quelconque, elle n'est pas seulement matérielle ou financière. Donc c'est absurde. Il faut travailler sur la rémunération des maires, il faut travailler sur leur possibilité de reconversion ensuite et puis aussi sur les questions de responsabilité pénale, c'est ça ? L'Association des petites villes de France a fait 10 propositions. C'est ces 3 chantiers qu'on a ouverts. On ne peut plus se contenter d'entendre autour de nous qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère, tu bloques ta carrière, c'est mal payé et c'est risqué. Donc on fait des propositions très précises, à la fois pour mettre les indemnités au niveau, par exemple, des directeurs généraux des services dans les communes. Ça me paraît oui, il y a parfois évident. des fonctionnaires des communes qui sont bien plus payés que les élus. Exactement, alors qu'on voit aujourd'hui que le couple DGS-maire est un couple essentiel et on voit que le travail que font les maires, vous savez que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de droits, il y a de plus en plus de risques, il y a de plus en plus, avec l'intercommunalité, vous avez de plus en plus de réunions. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et de la même façon, il faut permettre à ceux qui ont été maires de pouvoir à la sortie, pourquoi pas créer une activité, les accompagner pour cela. Christophe Bouillon, vous avez aimé être maire ? Oui. J'ai vraiment aimé. Encore une fois, j'ai toujours retenu, c'était l'anagramme d'aimer. Moi, je l'ai fait avec passion. Vous savez, la frustration qu'on est député parfois, c'est qu'on ait un bras qui se lève sans savoir exactement les conséquences de ce qu'on peut faire. Quand vous êtes maire, je peux vous dire que vous alliez à la fois la vision et la proximité. La nature des décisions que vous prenez, vous pouvez vous dire demain, ça je l'ai fait. Quand vous avez une école que vous avez permis de construire, vous avez du vrai bonheur. Et je crois qu'un nouveau mandat de maire n'est pas inenvisageable pour vous. Vous êtes en train de réfléchir ? J'y réfléchis sérieusement parce que justement, je considère aujourd'hui, j'ai un peu fait le tour de la question avec mon mandat de parlementaire. Puis j'ai le sentiment aussi que de ce côté-là, on est en train grandement de réduire la portée de ce que peut apporter avec la réforme constitutionnelle. Oui, parce que là encore, on se trompe de sujet. On veut diminuer le nombre de parlementaires. Le vrai problème, ce qu'attendent les citoyens, c'est qu'on ait du vrai pouvoir de contrôle et qu'on soit efficace. Aujourd'hui, on ne peut pas l'être si on est des godillots ou si on ne nous donne pas la capacité, par des moyens, pas forcément des moyens financiers, c'est pas ça le sujet. C'est le contraire des maires des petites villes. Les députés n'ont pas de problème d'indemnité, ça c'est sûr. Par contre, ils ont un problème lorsqu'ils veulent contrôler le gouvernement, lorsqu'ils veulent réaliser des contre-enquêtes, lorsqu'ils veulent se permettre d'avoir en disposition des vraies études d'impact. Franchement, pour eux, ce n'est pas possible. Et c'est là où on est plus efficace. Christophe Bouillon, vous faites partie des rares socialistes élus à l'Assemblée nationale. Je crois que vous êtes 30 encore, maintenant, si je ne me trompe pas. À quoi sert un député d'une si petite opposition ?
D'abord, il sert à être un proposant. Moi, je considère que mon rôle de député de l'opposition, c'est pas de s'opposer pour le plaisir de s'opposer, parce que c'est pas sérieux. D'abord, on a aussi un devoir de cohérence. Je n'oublie pas qu'on a été aux responsabilités. Ça serait trop facile, finalement, de ne pas en tenir compte. Donc, cette exigence que nous portons, elle nous impose d'être dans la proposition. C'est vrai que c'est difficile, d'abord physiquement, vous êtes quand même réduit aux aguets, j'ai envie de dire, mais pour autant, c'est un groupe qui est très soudé autour de Valérie Rabault, qui fonctionne bien, qui est très fluide, et puis, j'ai envie de dire, qui porte une certaine expérience qui n'est pas inutile aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le PS a encore un avenir ? Oui, je crois. Vous savez, ça fait plus de 100 ans qu'existe le Parti socialiste sous des formes diverses. Et je pense qu'aujourd'hui, les défis qui sont devant nous montrent qu'on a besoin du Parti socialiste sur le changement climatique, sur les inégalités territoriales et sociales. Merci beaucoup Christophe Bouillon d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale RCF. Merci à vous et belle journée. Merci à vous.